Sud Radio dans tous ses états. Le fait du jour. Jean Ferrat qui n'a pas été chanté mais déclamé hier soir par Jean-Luc Mélenchon juste après l'annonce des résultats des législatives, et plus que jamais la communication a été un vecteur clé de ces législatives. De l'allocution du même Jean-Luc Mélenchon quelques minutes après les résultats du premier tour, appelant les candidats NFP arrivés en 3e position à se retirer au profit de ceux de l'ex-majorité présidentielle, aux outings de candidats RN défaillants sur les réseaux sociaux dans l'entre-deux tours, pour finir par les réactions d'hier soir où, un peu à l'image d'une émission de télévision mythique, l'école des fans, tout le monde a gagné. Cette campagne a été marquée par la compol, la communication politique. À chaque instant, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, est-ce que quand on regarde déjà la dissolution au soir des européennes, Emmanuel Macron est dans un coup politique, un coup de poker ou un coup de com'? Il est dans c'est un coup de poker et un coup de com'. Il cherche à secouer le cocotier comme il le fait assez souvent pour provoquer des effets. Il sait pas toujours très bien ce qu'il cherche. Et là, il cherchait probablement à se remettre au centre du jeu, à essayer de recomposer une majorité plus à sa main. Il essayait quelque chose. La réaction du pays a été immédiate, ça a été la désapprobation totale. Vraiment, il y a eu un rejet de la démarche, une incompréhension de la démarche. Ça a fracturé son camp d'une manière assez incroyable. Le Premier ministre a pris position contre lui. À partir de là, il est devenu autonome, Gabriel Attal. Et la présidente de l'Assemblée nationale aussi, qui a dit dans le studio de Sud Radio que le pire moment de sa carrière politique, c'était la dissolution. Oui, et puis il y a un fossé qui s'est creusé, quoi. Donc il a fracturé sa propre majorité. Il a obligé tout le monde à voter en catastrophe en 3 semaines avec une anxiété. On a des mesures de l'anxiété de tout le monde ici, de ceux qui nous écoutent aussi. L'anxiété qui a monté d'un seul coup, alors qu'on s'apprêtait à partir en vacances. Il y avait les JO. Tout le monde avait son agenda. La vie s'est arrêtée. On n'a plus du tout parlé de Gaza. On n'a plus du tout parlé de l'Ukraine. Tout ça, c'est fini. Et on s'est recentré sur notre débat national pour une bonne vieille psychose gauloise à la française. On se tape dessus, on fait un banquet après. Là, on en est encore à se taper dessus. Oui, le banquet, c'est pas prévu pour les jours à venir. Et on a des bardes, on a des assurances touristes à Bayonner. Il y a Macron, il y a Mélenchon, il y a un paquet de gens qui doivent être à l'écart du banquet. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il a pas chanté Ferrat hier soir, mais juste déclamé. Allez, on va commencer par l'avant-premier tour. Est-ce que le dévoilement du programme du nouveau Front populaire, avec l'imprimature de personnalités comme Esther Duflo, prix Nobel d'économie, a été un bon coup de com', Philippe Moreau-Chevrolet? Il n'a pas été vraiment compris ni vu. En fait, la question des programmes, elle est passée quasiment au second plan parce qu'il n'y a eu que 3 semaines de campagne. Tout ce qu'on a retenu de la campagne de la communication du Front populaire, ça a été le fait que probablement ça allait provoquer des hausses d'impôts. Ça, c'est le message numéro 1 qu'on a retenu. Pourquoi? Parce que le nouveau Front populaire a mis en place un calculateur. Et il a lui-même mis en avant le fait qu'il allait peut-être coûter plus cher aux gens, ce qui était d'une maladresse totale. Et donc on a retenu essentiellement ça, et puis on a retenu du RN essentiellement la campagne d'entre-deux tours qui a été une calamité totale. Et c'est probablement ça aussi qui a joué. Alors justement, revenons sur le RN. Si le RN arrive aussi haut au premier tour, est-ce parce que sur la lancée des européennes, il surfait sur la vague Bardella qui venait de triompher, parce que jamais le RN n'avait fait un tel score, plus de 30%, et en laissant la majorité présidentielle 20 points derrière. Alors oui, c'est la question principale qui est posée à Emmanuel Macron, c'est pourquoi organiser une dissolution juste après une victoire historique du RN? Je veux dire, c'est incompréhensible. Alors on fait ça pour mettre le RN au pouvoir. Oui. Et surtout qu'on n'a jamais vu un parti gagner des élections triomphalement après avoir pris une déroute historique 3 semaines avant. Oui, non, mais c'est ça, c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. Voilà. Donc on n'a pas compris pourquoi il jouait à qui perd gagne, parce que c'était pas juste pas possible là en l'occurrence. Donc on a essayé de comprendre la démarche, on n'y est pas arrivé. Personne. On a fait de la psychologie individuelle d'Emmanuel Macron, ce qui est le sport national depuis trop longtemps maintenant. On a essayé de comprendre ce qu'il cherchait à faire. On ne comprend pas. Et ce matin, moi je mets au défi quelqu'un de comprendre quel était le but poursuivi par le chef de l'État. Tout ce que j'ai vu moi, c'est Gabriel Attal. Honnêtement, il a quoi? Il a 34 ans, quoi. Pour beaucoup de nos auditeurs, c'est un gamin. Ce gamin-là, il a tenu dans la tempête. Il a été là quand l'Élysée a été défaillant, parce que ça fait quand même 15 jours que l'Élysée fait n'importe quoi. Lui, il a été là. Et ce gamin-là, il a tenu son camp. Et il est encore Premier ministre aujourd'hui.
Je veux dire, il y a des personnalités qui se révèlent comme ça fait du bien en politique de voir des gens se révéler comme ça de manière positive. On va reparler un peu après de Gabriel Attal, parce que là on est toujours dans l'avant-premier tour et le premier tour. Au soir du premier tour, est-ce que Mélenchon, en prenant la parole quelques minutes après les résultats et en appelant les candidats du nouveau Front Populaire arrivé 3e, n'a pas coupé l'herbe sous le pied de la majorité en l'obligeant de faire de même pour ne pas risquer de se faire accuser de faire le jeu de l'extrême droite? Si, il a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses pour son camp. C'est une bonne chose. C'est un peu comme Jean-Marie Le Pen à l'époque pour le Front National, un tribun exceptionnel, mais même comme Macron aujourd'hui, inqualifiables. Même Macron aujourd'hui, quand il s'exprime, il y a des personnalités qui sont des repoussoirs. Macron, pour son camp, il est un repoussoir maintenant. Mélenchon aussi, Le Pen à l'époque. Mélenchon qui va quand même le soir du premier tour, alors que tout le monde a besoin d'être rassuré, avec Rima Hassan à côté de lui en kéfier pour intervenir, pour être le premier. Mais en fait, si on a voulu faire peur aux électeurs modérés, on n'aurait pas fait pire que ça. Alors que Rima Hassan n'était pas candidate aux législatives. Mais pas du tout. Puis on parlait pas de Gaza. C'est pas le sujet, quoi. Pourquoi mettre ça à l'image alors qu'il y en a absolument pas besoin et que ça va forcément provoquer des réactions de peur de la part, ne serait-ce que de nos compatriotes juifs, et tout à fait légitime par ailleurs. Donc c'était quand même d'une maladresse totale, quoi. Oui. Est-ce que plus tard dans la soirée, l'allocution qu'on peut qualifier de martiale, parce qu'elle de Gabriel Attal dans la cour de Matignon, c'est-à-dire pas à n'importe quel endroit, n'est pas après celle de Mélenchon un gros coup de com' qui est dimanche prochain, si vous votez pareil que ce dimanche, ce sera le chaos? Oui, il y a ça. Et franchement, il a été, pour son camp en tout cas, il a été salvateur Attal. C'est pour ça que je parle de lui dans ces termes-là. Je suis pas attaliste, c'est pas la question. C'est que je trouve qu'il a été présidentiel à ce moment-là. Parce qu'au fond, quelqu'un qui s'avance comme ça devant les caméras, dans la pénombre, une mise en scène assez spectaculaire devant un palais. Alors que le président avait juste fait un communiqué de quelques lignes. Le président, il a donné l'impression d'avoir créé le bordel, excusez-moi. Et puis après, on se débrouille tout seul. Mais là, je sais pas si on se rend compte de la situation dans laquelle on est. Excusez-moi, il avait dit « j'ai dégoupillé une grenade que je leur ai balancée dans les jambes » et les caricatures disaient qu'il s'était trompé, que c'était la goupille qu'il avait envoyée dans les jambes. Ben c'est ça, il s'est auto fait exploser, quoi. C'est une forme de suicide politique. Alors maintenant, le paradoxe peut-être kamikaze d'Éric Ciotti hier soir. Ah mais c'est kamikaze de la part du chef de l'État. De toute façon, il y a beaucoup de kamikaze dans cette séquence. Éric Ciotti aussi a été kamikaze, s'enfermer dans son bureau. Si on parle de séquence de com'. C'est quand même. Mettez-vous à la place des électeurs LR. Il y en a certainement qui nous écoutent. Oui. Ils voient leur patron, le patron du parti qui est supposé les représenter, qui, quand il a les caméras braquées sur lui, au lieu d'essayer d'expliquer aux gens ce qu'il est en train de faire, parce qu'on aurait peut-être aimé comprendre, s'enferme dans son bureau et fait une vidéo TikTok. Je veux dire, mais on est où? C'est ça la droite aujourd'hui? Non. Donc il s'est lui-même marginalisé par sa communication, qui était d'une maladresse total. S'il avait pris la caméra pour dire voilà pourquoi je rejoins le RN, le RN ce sera la nouvelle droite, moi je crois en ça, j'ai des convictions, j'y vais, ça aurait été complètement différent. Mais là on a un type qui s'est barricadé dans son bureau, forcené et qui a refusé d'en sortir sans délivrer la moindre explication, alors que toute la France le regardait. C'est quand même bizarre, quoi. C'est vrai. Alors, dans l'entre-deux tours, quelles ont été les principales erreurs de communication du RN? Vous l'avez dit, ça s'est expliqué. La chute s'explique par... Est-ce que c'est les binationaux? C'est quoi les principales erreurs? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que c'est Bardella qui est monté au créneau, et Jordan Bardella, ok, il a une popularité, mais c'est pas Marine Le Pen. Il n'est pas crédible. Peut-être qu'il faut poser la question de sa crédibilité en tant que Premier ministre, en tant que figure unique d'incarnation du RN. À 28 ans. À 28 ans. Je pense qu'il a manqué Marine Le Pen dans l'équation pour pouvoir rassurer quelque part les fidèles du RN, en quelque sorte. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est mise en retrait comme ça, à votre avis? Soit elle a un sens politique qui fait qu'elle a compris que ce serait pas aussi simple que ça, et elle n'a pas voulu prendre de risques. Soit elle s'est dit que c'était joué et que c'était gagné, et que donc elle n'avait pas là non plus à prendre de risques. Elle joue 2027, donc elle a un capital qu'elle veut préserver. Vous savez, les politiques arrivés à un certain niveau, ils gèrent leur pelote de laine. C'est pour ça qu'ils aiment bien la rareté, ils veulent pas prendre de risques, donc ils vont vous parler le moins possible parce que ça pourrait leur coûter un petit peu de sous, quoi. C'est la cassette. Ça c'était son attitude, je pense. Et elle a bien fait, puisqu'au final, c'est l'échec de Jordan Bardella aujourd'hui, échec relatif quand même, mais c'est pas le sien. Oui, mais c'est quand même un échec.
C'est un échec, oui, parce qu'il a pas... Même s'ils doublent quasiment leur nombre de députés. Voilà, j'ai envie de dire, en nombre de voix, on est à 9,5 millions, ce qui est quand même gigantesque pour le RN. C'est-à-dire plus que le nouveau Front Populaire et plus que la majorité présidentielle. En nombre de voix, c'est pour ça, hier soir, la communication, si vous écoutez ce que dit le RN, a changé. Et ils sont passés d'une communication qui était évidemment victorieuse et qu'ils peuvent plus avoir, des éléments de langage qui disaient, parce que nous on appelle en communication des éléments de langage, qui consistaient à répéter le fait qu'en nombre de voix, le RN était vainqueur. Alors, autre chose, quand on voit les candidats lunaires présentés par le RN, est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle prépondérant dans cette campagne? Oui. Il y avait eu la même chose, on s'en souvient, il y a 7 ans pour certains candidats Renaissance, enfin ça s'appelait La République En Marche à l'époque, c'était encore le premier nom, qui était lunaire, et là c'était carrément lunaire. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle dans ce domaine de plus en plus prépondérant? Oui, parce qu'en fait, on va prendre cette pauvre dame de la Mayenne qui a perdu d'ailleurs, candidate... Oui. À la députation, qui disait qu'elle avait un ophtalmologue musulman et un dentiste juif. Oui, c'est ça. Alors déjà, moi j'ai habité en Mayenne pendant un moment, je vois pas où elle est allée chercher un ophtalmologue musulman et un dentiste juif. Je veux pas insulter les Mayennais, mais moi j'en ai pas vu quand j'étais petit, ça a pu changer depuis. Bon, voilà, j'ai un doute. Bon, c'est ce genre de déclaration, évidemment, ça, pour les électeurs, ça veut dire oulala, mais en fait le RN, il a pas du tout changé. En fait, le RN, c'est pareil. Et je vais vous dire, ça a pu leur rappeler LFI, au sens où on a n'importe qui arrive et qui parle et qui dit des bêtises. Et ça, je pense que ce qu'a raté LFI en termes de communication depuis 2022, c'est précisément ça, c'est le n'importe quoi permanent. Et on n'est pas prêt à voter pour ça, en fait. Comment expliquer, je vais utiliser un terme que n'aiment pas trop les supporters du PSG, la remontada du nouveau Front Populaire, alors que ça se tirait à boulet rouge dessus Ruffin et Mélenchon, Corbière, enfin les dissidents Corbière, Simonet, Garrido, etc. et Mélenchon, Glucksmann et LFI. Comment expliquer cette remontada alors que tout le monde se tirait à vue? Ça, je vous l'avoue que pour moi, c'est un mystère. Non, c'est pas. En fait, ce qu'on a observé, parce que les sondeurs commencent à regarder les chiffres, c'est que entre deux tours, il y a une mobilisation exceptionnelle contre le RN. Oui. Mais attention, il y a deux perdants. Il y a certes le RN, mais il y a aussi Macron. Donc, en fait, quand vous voulez à la fois ne pas voter RN et taper Macron, vous votez Front Populaire. Vous êtes sûr que Macron, il est perdant? Parce que la semaine dernière, les sondages lui donnaient au second tour entre 60 et 90 députés, il en est au double. Non, il n'est pas perdant. Il est perdant parce que, je vais vous dire, il a perdu son Premier ministre. Gabriel Attal a divorcé avec Emmanuel Macron en 2 temps. Le soir du premier tour et hier soir. Oui. Il a dit quoi hier soir? Il a dit « J'ai pas été prévenu de cette dissolution, mais j'ai décidé de pas la subir ». C'est quand même extrêmement violent. On a Édouard Philippe qui a lancé sa campagne pour 2027 hier soir aussi. Ce qu'a fait le chef de l'État, c'est que maintenant il est vraiment tout seul. Mais lui, c'est le président le plus individualiste qu'on a jamais eu sous la Ve République. Le début et la fin de l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Donc de ce point de vue-là, vous avez raison, il n'a pas complètement perdu. Il est certes tout seul, mais c'est quand même de lui que va dépendre une partie de la suite, de la nomination du Premier ministre. Il a quand même un panel de choix incroyable. Mais d'un point de vue de la communication, Emmanuel Macron, il est jupitérien ou il vit sur Jupiter? Il vit sur Jupiter. Il vit sur Jupiter. Il vit pas avec nous. Voilà, il n'est pas avec nous. Mais ça, c'est depuis le début qu'il n'est pas avec nous. C'est le principal reproche que lui font les gens, c'est ça. Il n'est pas dans l'empathie, il n'est pas dans la proximité. Quand il a géré le Covid, il y avait quand même eu un moyen d'être plus gentil avec les gens, de dire faites attention aux autres, faites attention à ce truc, on ne sait pas ce que c'est. Au lieu de ça, il est venu nous dire je suis en guerre. C'est pas le sujet. Enfin, on n'est pas en guerre, tu vois. C'est pas le truc. Le seul qui est venu nous parler du coup à 18h30, souvenez-vous, pour essayer de nous rassurer un peu, c'est Édouard Philippe. Donc on a bien aimé Édouard Philippe parce qu'il nous racontait pas des bêtises. Il était avec nous. Pourtant c'est pas quelqu'un de super empathique. Non. Édouard Philippe, c'est pas le mec avec qui on irait taper le carton, on est d'accord? C'est pas Chirac avec qui on irait taper le carton et boire une Corona. Mais il était plus proche de nous à ce moment-là qu'Emmanuel Macron. C'est quand même dire le problème. Et il a jamais été vraiment avec nous, Emmanuel Macron. Puis les Français, ils n'ont pas envie qu'on joue au poker avec leur démocratie, avec leur politique. C'est pas vrai. La preuve hier soir. Mais est-ce que ça peut tenir Macron à l'Élysée encore presque 3 ans, 2 ans et 9 mois si les élections ont lieu en avril comme la dernière fois? Ça va devoir tenir. En fait, maintenant, on est rentré dans une démocratie parlementaire. Donc le Parlement, ça devient le centre. On n'est pas habitué à ça en France. En France, on aime bien avoir un chef. D'ailleurs, depuis 15 jours, on a un problème parce qu'on n'a pas de chef. Donc on se demande, mais qui va être le prochain chef? Le truc, c'est qu'il n'y en a pas là. Il va falloir s'entendre entre groupes. Il va falloir trouver quelqu'un.
de consensuel. Christine Lagarde, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, c'est des noms qu'on entend depuis ce matin. Mais ce sera pas le chef. Voilà. Mais excusez-moi, Jacques Chirac disait un chef, c'est fait pour cheffer. Dans les noms que vous avez cités, est-ce que vous en voyez un ou une capable de cheffer? Ah, ça c'est le vrai point d'interrogation. Il va bien falloir. Hein. On va donc faire avec les moyens du bord. Ouais, ben moi je suis le chef du timing, Philippe. Oui, c'est pour ça que je dois vous dire qu'on doit on parle trop. On doit marquer une courte pause sur Sud Radio. Mais si vous voulez réagir et poser vos questions à Philippe Moreau-Chevrolet. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 12h45 avec Philippe Moreau-Chevrolet. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio dans tous ses états, Philippe David. Retour de Berkoff au Philippe David, si on veut, dans tous ses états, avec Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po. Alors, Philippe Moreau-Chevrolet, on va écouter à la suite, hier soir, Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot. Il faut faire preuve, comme nous l'avons fait dans cette élection, de détermination, de volonté politique, de discipline de combat. C'est-à-dire qu'il faut que, loin de rentrer chez vous et de vous dire seulement ouf, mais vous avez bien sûr le droit de vous dire ouf, il faut vous mobiliser. Nous allons avoir un Premier ministre ou une Première ministre du nouveau Front populaire. On dit souvent que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si on fait la comparaison entre le premier et le second tour, Philippe Moreau-Chevrolet, le premier à avoir réagi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est un point fort de communication. Oui, c'est un point fort de communication parce que c'est lui qui cadre la soirée. Du coup, aussi bien à droite hier soir qu'à gauche, les gens ont réagi à Jean-Luc Mélenchon. Sur les réseaux, sur les groupes WhatsApp, que j'ai, moi j'en ai de toutes les tendances et je parle à tout le monde, mais à droite on a été vraiment très inquiets. Il y a une brusque montée en tension. Est-ce que Mélenchon va devenir Premier ministre? Est-ce qu'on va avoir un gouvernement LFI? Est-ce qu'on va augmenter les impôts, etc. Stress immédiat. Et à gauche, c'est on est obligé de réagir, et Glucksmann en plateau est obligé de réagir à Mélenchon au lieu de dire ce que lui venait dire, c'est-à-dire on va faire une coalition des gens raisonnables. Ce qui veut tout dire. On écoute Mathilde Panot. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a réappris à la gauche à gagner, et celui qui a redonné de l'espoir à des millions de personnes, notamment en faisant 22% à l'élection présidentielle, et celui qui, grâce à qui, a pu exister non seulement la NUPES, mais aujourd'hui le nouveau Front populaire. Donc c'est lui qui doit aller à Matignon ? C'est une des discussions qu'on aura. Cette question, est-ce que quelque part, là c'est pareil, c'est pas prendre tout le monde de vitesse, et finalement à juste titre, puisque rappelons qu'ils avaient dit que parmi les différents partis du nouveau Front populaire, celui qui aurait le plus de députés aurait le Premier ministre, et quand on regarde les chiffres, ils sont implacables et c'est net, avec 75 députés environ. Ruffin devrait pas y aller, etc. Donc on dit environ, parce qu'on ne pense pas que non plus que Daniel Simonet ou Alexis Corbière vont retourner avec LFI. Est-ce que quelque part, c'est pas prendre les gens de vitesse et que c'est difficilement contrable et contrôlable pour les alliés politiques? Alors, en Allemagne, c'est toujours des coalitions. Je prends cet exemple-là. Ils ont même des noms poétiques. Il y a la Ampel-Coalition, la coalition des feux tricolores entre le vert des écolos, le orange des libéraux et le rouge du SPD. C'est très imagé, outre-Rhin. Et ils discutent, une fois l'élection passée, ils discutent entre eux pour faire une coalition. Ils discutent entre eux entre quatre murs et puis ils viennent quand c'est fait. Là, c'est différent. On fait à la française, donc on commence par s'engueuler en public, se taper dessus, et éventuellement on va essayer de trouver une solution et chacun tire de son côté. Donc Mélenchon et ses mélenchonistes disent nous, ce sera Mélenchon. Ce qui évidemment est totalement impossible. Il est exclu Mélenchon soit Premier ministre, parce que pour être Premier ministre, même si on est minoritaire, il faut quand même ne pas réunir contre soi 289 députés. Et je peux vous dire une chose, c'est que si c'est Mélenchon qui est Premier ministre, vous aurez beaucoup plus de 289 députés pour voter contre. Donc c'est pas faisable. Alors, ça appelle au 0826 300 300 pour vous faire réagir. Direction la plus belle ville du monde, direction Toulouse. Bonjour Jean-Pierre. Je suis un peu chauvin dans ce domaine. Bonjour. On vous écoute et Philippe Moreau-Chevrolet vous écoute. Eh bien, tout d'abord, Mélenchon, c'est un petit rigolo et c'est au cinéma, on n'en veut pas. Et par contre, François Ruffin, lui, est posé, cause intelligemment et posément.
Maintenant, celui qui sera désigné Premier ministre n'a, à mon avis, pas besoin de majorité, tout simplement, en faisant ce que tout le monde réclame et que ne fait pas. Il n'a qu'à faire des référendums pour tel ou tel élément de loi, de réforme, etc. Et donc, c'est le peuple, et lui seul, qui doit décider comment doivent être faire les choses, aussi bien sociales qu'économiques, industrielles, commerciales. Voilà. Jean-Pierre, au peuple, tout le monde le proclame, mais personne ne le donne. Jean-Pierre, Voilà. restez avec nous parce que ce que vous dites est très intéressant. Alors, on va déjà vous faire réagir, Philippe Moreau-Chevrolet, sur Ruffin. Est-ce que sa prise d'indépendance par rapport à Mélenchon fait de lui, sachant que c'est un très bon communicant, c'est un premier ministrable. Ministrable, voire même un candidat à la présidentielle plausible pendant 3 ans. Alors la présidentielle, c'est encore un peu tôt pour lui, il n'est pas encore à ce niveau-là, mais premier ministrable, oui, il y a lui, dans le non-siècle, il y a Marine Tondelier qui a fait une extraordinaire campagne d'entre-deux tours. Elle est écolo, elle n'est pas parlementaire, elle est conseillère municipale d'Hénin-Beaumont, ce serait extrêmement symbolique qu'elle soit premier ministre à plus d'un titre. Et puis il y a le nom de Raphaël Glucksmann qui circule aussi, parce que Glucksmann a fait un peu le trait d'union entre LFI et la gauche modérée. Alors c'est vrai que LFI a le plus gros groupe parlementaire, mais à gauche. Mais attention, si on cumule un groupe qui serait PCF plus dissident LFI, si on cumule les écolos, si on cumule le PS, ils sont largement au-dessus de LFI. Alors, il y a un mot qu'a utilisé Jean-Pierre de Toulouse, très intéressant, le mot référendum. On n'en a plus depuis 19 ans en France. Le dernier, c'était le 29 mai 2005 avec le traité constitutionnel européen. Oui. Le résultat sur lequel on s'est assis sans aucun problème avec le traité de Lisbonne en 2008. Mais est-ce que quand il n'y a pas de majorité comme aujourd'hui, est-ce que pour faire passer des grands projets de loi, la solution, ce ne serait pas le référendum? Et je rappelle que Gabriel Attal a dit entre les deux tours qu'il fallait refaire des référendums. Ce qui est quand même fabuleux venant de quelqu'un qu'on peut qualifier, même s'il vient du PS, de la droite orléaniste, qui a toujours détesté les référendums. Alors oui, on pourrait gouverner par référendum. Typiquement, on pourrait décider que sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur des sujets comme ça, d'avoir des grandes lois problématiques adoptées par référendum. C'est possible. Sur l'immigration, le Conseil constitutionnel ne serait pas pour, a priori. Non, mais enfin, je prends cet exemple-là parce qu'il en a été question. On pourrait imaginer que sur des grandes décisions de principe qui engagent la nation, on ait un référendum, ce qui permettrait peut-être d'apaiser certains sujets. Peut-être que ça permettrait de poser un débat national dans un cadre contrôlé qui serait pas dirigé par le RN, quelque chose de plus tranquille, pour essayer de trouver un consensus républicain sur des sujets majeurs. Le problème, c'est qu'il faut réunir la nation à chaque fois pour voter. Il y a des semaines de débat, on va s'étriper entre différentes factions politiques, ça va devenir très passionné, etc., etc. Le climat est pas forcément très serein en ce moment, donc on va peut-être attendre un peu. Moi, je pense que le plus raisonnable, ce serait que les gens raisonnables se mettent d'accord au sein du Parlement pour trouver une façon de fonctionner derrière quelqu'un qui serait capable de faire de la politique. Pas juste un Playmobil nommé par Macron pour faire du Playmobil, pas un technique du type Borne ou Castex, un vrai politique. Une vraie politique qui soit capable, peut-être Ruffin, peut-être Tondelier, peut-être Glucksmann ou peut-être quelqu'un à droite comme Lagarde, après tout. Oui. Il y a aussi cette possibilité d'aller chercher les gens et de travailler ensemble. Mais alors, on va écouter Gabriel Attal, justement, qui est quand même un personnage éminent et qui a peut-être sauvé les meubles pour la majorité dans l'entre-deux tours. Être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Partout où je suis allé, j'ai eu à cœur de vous rencontrer, de vous parler, de vous écouter. Tout ce que vous m'avez dit m'a fait réfléchir. Le lien que nous avons tissé est ce que j'ai de plus précieux. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Alors Philippe Moreau-Chevrolet, l'info tombe à l'instant. C'est l'AFP. Macron demande à Attal de rester Premier ministre, je cite, pour le moment, afin d'assurer la stabilité du pays. C'est très bien. Allez, vous imaginez, sans gouvernement avec les JO qui arrivent, tout le monde va avoir les yeux rivés sur nous. En fait, il faut comprendre que la Belgique, par exemple, et beaucoup d'autres pays, la Belgique a vécu 500 jours sans gouvernement. Sans gouvernement. On survit, en fait, parce qu'il y a la haute fonction publique, il y a des gens très dévoués à l'État, parce qu'il y a un gouvernement qui va expédier les affaires courantes. Il n'y a pas de sujet brûlant d'ici
au milieu du mois de juillet, peut-être même début août, le temps qu'on trouve une solution politique. Je vais vous dire, réapprenons à discuter entre nous. Ça fait des mois qu'on nous bassine avec le en même temps, si ce n'est des années. Là, on a l'occasion de le faire sans chef, entre nous, pour essayer de trouver une solution commune. Essayons de voir le positif. On peut créer du commun au lieu de se taper dessus. Mais Gabriel Attal, on le dit, je pense qu'on est d'accord là-dessus, il a vraiment limité les dégâts entre deux tours. Oui. Est-ce que finalement, une hypothèse de Gabriel Attal restant à Matignon, lui qui vient du PS, il pourrait faire rallier quelques socialistes qui ont été élus avec le nouveau Front Populaire, et il n'est pas totalement, il n'est pas détesté par les gens de LR, évidemment pas par les gens de Horizon ou du Modem. Est-ce qu'une hypothèse Gabriel Attal qui continuerait mais avec un gouvernement différent, ça vous paraîtrait plausible? Alors, sur le papier, c'est complètement jouable et je pense que Attal a une bonne option pour 2027 par ailleurs. J'allais vous poser la question. Mais accepter que le même Premier ministre reste alors qu'on nous a cassé les pieds pour voter pendant 15 jours avec un psychodrame national qui fait que chaque personne qui nous écoute a été un tout petit peu anxieuse, si ce n'est beaucoup, de la situation, j'imagine pas que ce soit possible. C'est malheureux quelque part parce que ce serait un bon Premier ministre pour gérer ce type de situation. J'y crois pas. Je pense qu'une nouvelle personnalité, même y compris, encore une fois, il y a une solution aussi, à droite, Ensemble a des députés, LR a des députés, on peut imaginer qu'ils se mettent ensemble et qu'ils forment un groupe et que le président dise qu'il prend quelqu'un là-dedans. C'est possible. Moi, je n'exclus rien à ce stade. Mais ça peut être Christine Lagarde, ça peut être Borloo, ça peut être Tondelier, encore une fois, ça peut être plein de solutions. Il va juste falloir trouver un mec ou une fille qui soit capable de faire de la politique, qui aille chercher les gens, qui essaie de les convaincre et qui se donne au pays pour trouver une solution. Mais est-ce qu'il est devenu le successeur naturel d'Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle pour le Ensemble? Pour moi, c'est celui qui a montré le plus de maturité et de calme et de sang-froid dans cette épreuve-là. C'est le seul qui a été capable d'adresser au pays des messages sans aucune ambiguïté. On est d'accord ou pas, mais il n'est pas ambigu. Il n'est pas flou. Donc oui, pour moi, il a pris une grosse option. Après, Édouard Philippe s'est déclaré candidat hier soir aussi. J'ai dit pour Ensemble, c'est pour Renaissance, je voulais dire. Ouais, il y aura l'un des deux, Attal ou Philippe, sont des bons candidats. Il y a Darmanin qui est aussi en embuscade, qui a perdu beaucoup de plumes. Le maire, il est carbonisé, je pense, c'est fini. Après, il y a... non, ça pourrait pas gratouiller François Bayrou pour une dernière tentative? Moi, ce serait... Il va essayer. Parce qu'il essaie toujours, François Bayrou. Il est toujours convaincu d'avoir un destin, mais depuis qu'il est tout petit, il pense qu'il va devenir président. Ça s'est pas encore réalisé. Le rêve de Bayrou, c'est Macron qui l'a réalisé. Oui. Bayrou avait inventé le centre au pouvoir, c'est Macron qui l'a réalisé, donc je pense que c'est fini pour lui malheureusement. En parlant de communication, des députés historiques ont perdu leur siège, comme Nicolas Dupont-Aignan par exemple, qui était député depuis plus de 20 ans. 27 ans, c'est ça exactement. Et est-ce que ça prouve que ça signifie pas que les Français ont voté plus pour l'étiquette que pour la personne? Si, complètement. On a voté pour l'étiquette. Dans le cas de Dupont-Aignan, il y a un effet d'usure quand même. Quand vous êtes député depuis près de 30 ans, il y a un moment où les électeurs se disent bon, on va peut-être changer quand même. Ça va remanier des choses parce que Dupont-Aignan, il essayait de faire exister sa boutique à côté du RN, ça marchait déjà pas très bien. Mais là, c'est fini virtuellement, c'est terminé pour lui. Donc retraite anticipée. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont tombés. Voilà, Philippe Poutou n'a pas réussi à se faire élire. On parlait pour l'étiquette. Comment expliquer qu'un triple fichier S ait pu être élu à l'Assemblée nationale alors que c'est passé sur tous les réseaux sociaux? C'est une excellente question. Pourquoi des gens comme, je vais pas citer de nom, mais des gens qui ont été condamnés parfois pour des affaires financières extrêmement graves sont réélus quand même? Oui. Vous savez, il y a se font virer au premier tour comme Cahuzac la semaine dernière. C'est ça. Il y a une part d'irrationnel dans les choix, nos choix d'électeurs. Parfois on vote parce qu'on est sensible à une étiquette plus qu'à la personne. Parfois, voilà, on n'a pas tous la même sensibilité. Hein. Alors, une chose encore. Est-ce que les médias ont eu une responsabilité sur l'orientation du vote du deuxième tour dans cette campagne législative? Alors moi, j'ai trouvé que les médias étaient extraordinairement équilibrés. Vous aviez des médias qui faisaient ouvertement campagne pour l'extrême droite. Et moi, je fais pas partie de ceux qui hurlent là-dessus. Je pense qu'on a le droit d'avoir des médias d'opinion. Il faut juste qu'ils s'assument comme des médias d'opinion. Non, pour moi, ça a été assez équilibré. Je pense que c'est le vraie réaction est venue du peuple. Les Français ont décidé qu'ils n'étaient pas prêts dans le climat extrêmement anxiogène dans lequel on est naturellement. On sort du Covid, on a l'Ukraine, on a Gaza, etc. Ils n'étaient pas prêts à faire une aventure politique. Ils n'étaient pas prêts à aller dans l'inconnu. Ils préfèrent avoir les mêmes et qu'on recommence.
et qu'on essaie de se redonner une chance. Je pense que c'est ça la vraie interprétation du scrutin. Et le RN, c'est juste qu'il est arrivé à un plafond de verre. Ça donne une indication pour 2027 à Marine Le Pen. Elle n'a pas les réserves de voix. En l'état actuel des choses, elle ne les a pas. Donc peut-être qu'on peut essayer, au lieu d'avoir peur du RN et de gouverner avec la peur du RN, de gouverner avec l'espoir de faire autre chose. Mais en termes de communication, est-ce que l'élargissement à gauche pour le RN est terminé parce qu'ils ont été gagnés les voix dans les quartiers populaires? Non, c'est le début. Non, mais je voulais dire, pour aller chercher les électeurs de droite qui pourraient voter pour elle au second tour, est-ce qu'il ne faudrait pas libéraliser grandement son programme économique? Il n'y a pas de martingale, mais il va falloir qu'ils réfléchissent si on se met du côté du RN. Pourquoi? Parce que les messages qu'ils ont envoyés, c'est soit des messages complètement dépolitisés, c'est Bardella. Je suis sympa, je suis jeune, je suis sexy. Bon, ça marche, mais il faut pas abuser, quoi. Il a 28 ans, l'électeur qui a, je sais pas moi, 40, 50, 60, il va pas voter pour ça. Ça l'intéresse pas, il a pas TikTok déjà à la base. Et ensuite, le deuxième message, c'est on a changé, mais on sait pas très bien en quoi. Et le deuxième tour a été fatal parce que on s'est dit, non, en fait, c'est les mêmes. Donc le vrai sujet pour le RN, c'est de vraiment changer, pour vraiment devenir majoritaire. Dernière question. Vous qui êtes un éminent communicant, Emmanuel Macron, il a été à Washington pour le sommet de l'OTAN, qui est peut-être en vol. Est-ce qu'il doit parler? Non, vraiment. Alors là, s'il y en a un qui ne doit pas parler, c'est lui. Heureusement qu'il est chef de l'État. Non, Gabriel Attal fait très bien le job. Je pense que Gabriel Attal saura beaucoup mieux gérer ça. Encore une fois, moi, je me fie aux actes. Celui qui a posé des actes dans cet entre-deux tours, c'est Attal. C'est lui qui a su calmer le jeu, mettre son majorité en ordre de marche, limiter les dégâts et faire en sorte que le pays ne vrille pas complètement. Il faut garder des gens comme ça. On verra comment ça se passe. Et mon appréciation n'est pas du tout politique, c'est factuel. Donc non, Macron, non. Une dernière question, je vais vous demander de la prospective. On aura un gouvernement d'ici combien de temps pour vous? 15 jours. Ah oui, ça nous met quand même tard quand même. Là, on est le 8 juillet, ça nous met vers le 23. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut partir en vacances. Et on apprendra quel est le gouvernement. Voilà. Laissons-les travailler maintenant. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po, qui, on peut le dire, et c'est très bien sur Sud Radio, parle vrai. Merci à vous. Merci Philippe d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les pairs, les huées, les bravos de Philippe David. Vous allez voir, il y a même du football dans ces coups de gueule. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David.